Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit update lecture dans lequel j'ai eu un coup de cœur. Ça m'était pas arrivé depuis fort longtemps. Autant en profiter pour vous en parler parce que c'était une excellente lecture et je vais vous présenter de la jeunesse pour une fois, mais aussi de la littérature qui est plutôt apparentée aux essais sur notre très cher Lovecraft. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler que ce week-end je serai à Imagina Livre, c'est à Portée-sur-Garonne, c'est juste à côté de Toulouse. Je viens en train, donc je prends le maximum de livres que je peux. Ça sera les premiers arrivés qui seront les premiers servis. Malheureusement, je peux pas faire autrement. Je vais être chargée comme un mulet. Voilà, pour le coup, en espérant que le train se passe bien. À la fin du mois, on sera avec Émilie à Ouest-Hurlan, à Rennes. Voilà, super salon que j'avais adoré l'année dernière. C'est un peu un des plus gros salons d'imaginaire qui est en construction. Il y a pas mal d'auteurs qui se déplacent et tout, c'est très chouette. Les petites dates ici de mai et les petites dates ici de juin, comme ça, vous êtes prévenus. Et là, je suis en train actuellement de bosser sur les dates de fin d'année. Donc voilà, il y aura pas mal, je pense, de dates en librairie pour la fin de l'année. Il y a moins de salons, malheureusement. J'avais envie de faire un petit peu une pause lecture entre deux grosses séries, parce que là je lis que des pavasses. Entre Rhythm of the War, les récits du demi-loup et tout ça, je lis quand même des gros pavés, ou du moins je lis des intégrales, donc ça prend du temps. J'avais envie de petites lectures légères. Ce livre aussi, je l'ai acheté totalement sur un coup de tête, ce qui m'arrive quand même assez rarement. Et je l'ai acheté à Atrébatia, notamment parce qu'il y avait un des deux auteurs qui était présent quand je suis venue. J'ai donc acheté ce livre, notamment parce que j'adore l'esthétique, et c'est une maison d'édition jeunesse pour moi qui a beaucoup de talent en termes de visuel. Je parle donc de Gulfstream avec Sorcier de Maxime Fontaine et de Romain Watson. Alors Sorcier, c'est un petit peu particulier. On en a parlé quand même un petit peu avec un des deux auteurs. Sorcier, déjà, vous avez vu la beauté de la chose, mais il y a des cartes de tarot à l'intérieur. C'est un univers qui tourne autour du tarot, donc vous pouvez détacher les cartes à l'intérieur. C'est très chouette comme principe, je trouve ça sympa. Ça n'a rien à voir avec les sorciers à la Harry Potter, parce que ce livre a été écrit et pensé surtout avant Harry Potter. C'est un livre qui est inspiré un peu d'un jeu de rôle où ont participé donc les gens qui ont travaillé sur ce livre-ci. Je dois déjà dire, alors ça m'a marqué quand j'ai ouvert le livre, je dis juste ça parce que ça n'a rien à voir, il y a quand même un remerciement dans le livre pour les stagiaires qui ont travaillé sur ce livre-ci. Je tiens à le souligner parce que c'est hyper touchant, parce que je peux vous dire qu'en édition, les stagiaires, bon, on n'est pas très soutenus, hein, voilà. Et c'est extrêmement rare, donc j'ai vu ça, je me suis dit, ah, bah au moins eux ils sont bien traités, c'est déjà ça, au moins on reconnaît qu'ils ont travaillé sur les livres, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de maisons d'édition où les stagiaires font beaucoup de choses et que ils s'approprient un petit peu leur travail, malheureusement. C'est une trilogie d'un monde très fantasque et original. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie à Harry Potter, il n'y a aucune influence, et c'est ça qui m'a plu, c'est que du genre on a vraiment un monde sur les sorciers mais qui est pas du tout inspiré de ça. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de Dumbledore, il n'y a rien. On est sur un univers où on va suivre une troupe de cirque composée de plusieurs personnages qui sont donc sorciers pour la plupart, ou du moins qui ont un lien avec la magie. On va voir Ernest par exemple, qui est née, je crois qu'elle s'appelle ainsi. Et on a son oncle, donc Kilma, qui est marabout. Donc on a aussi pas mal de magie qui sortent du carcan européen, et ça c'est vraiment chouette. Il y a plein de représentations dans ce texte, c'est vraiment cool. Et ils vivent leur petite vie. Ernest, il a recueilli une petite fille qui s'appelle Dea, qui est aveugle. Il y a quelques années, il l'a trouvée seule dans la neige, et tout va changer le jour où des enfants vont être kidnappés, notamment par des clowns un peu bizarres et pas très sympathiques. Et Ernest et Kitene vont essayer de suivre ces kidnappeurs et vont être envoyés dans un autre monde à la recherche de ces enfants. C'est un livre que j'ai bien aimé. C'est pas du tout, je suis pas du tout la cible, hein, c'est un roman jeunesse, c'est pas trop ce que je lis habituellement, mais il y a aucune pause dans le bouquin. Il n'y a pas un moment où tu peux t'ennuyer, parce que à chaque fois il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment un effet page turner pour les jeunes, c'est super cool.
Autre point super positif, c'est très bien écrit. J'ai été quand même assez surprise par le niveau de lexique et la construction des phrases, tu vois, c'est con à dire, mais je trouve ça beaucoup mieux écrit qu'un Sanderson, tu vois, alors qu'on n'est pas du tout sur la même cible à la base, mais c'est bien écrit, les idées sont assez bonnes, les personnages attachants. Suit les adultes, contre toute attente. D'habitude dans les romans jeunesse, on a plutôt l'habitude de suivre, on va dire, les enfants. En fait, l'auteur m'a expliqué que c'est un roman qui, au-delà d'être jeunesse, c'est plutôt un roman family friendly, dans le sens qu'ils ont fait un roman qui peut être accessible à tous, mais c'est pas un roman qui avait une visée jeunesse à la base. C'est un roman, comme je dis, qui est très original. On va naviguer entre les thèmes du cirque, on va côtoyer plein de communautés différentes, dont la communauté gitane. On voyage, on va autant dans les Pyrénées qu'à Verdun qu'en Afrique. On va rencontrer tout type de créatures, magiciens, sorciers, créatures non inconnues au bataillon. On va voir donc la sorcellerie que nous on connaît un peu plus en Europe. On va voir la sorcellerie africaine. On va aussi avoir de la sorcellerie qui est liée notamment à la communauté gitane, donc à tout ce qui est lecture du tarot et tout ça. On a des vampires, on a des sortes de loups-garous. Vraiment, ça, il y a plein de choses. Il y a des très bonnes idées en termes de monde. Il y a des moments je me suis dit c'est vraiment très chouette la façon dont c'est fait. Il y a des vrais méchants, il y a ça va tellement vite les événements que tu t'es surpris quand même. C'est un peu un roman fantasque, voilà, parce que c'est très jeunesse, donc voilà, c'est quand même très coloré, tout ça. Et il y a des choses qui sortent de nulle part, et en même temps, vu que l'univers, il est tourné un peu sur la magie, les trucs un peu irréels comme ça, on y croit. Voilà, il y a même des moments où ils sont transportés dans d'autres univers, c'est assez chouette. Les personnages sont attachants parce que au-delà de cette histoire de sauver des enfants, on va avoir des portraits de personnages qui sont même intéressants d'un point de vue adulte. On va avoir un homme qui vit une relation amoureuse avec une femme depuis très longtemps, mais qui est très tumultueuse. Voilà, donc ils sont un petit peu manipulés. On a une jeune femme qui n'arrive pas à avouer ses sentiments, qui vit un peu là-dedans. Voilà, il y a aussi un peu, il y a des morts aussi dans le texte. Donc c'est un récit jeunesse, mais qui prend pas les enfants pour des lecteurs bêtes. C'est un récit qui a des thématiques intéressantes, notamment vis-à-vis des enfants. Là, avec la petite Déa, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de références et de sources extrêmement différentes. On va avoir autant des références qui sortent de la Bible, parce qu'au moment on va parler des enfers dans le texte, que des références à la magie africaine, avec a priori des créatures qui sont liées, on va dire, à ce continent. Donc en Afrique, il y a bien sûr, quand je dis magie africaine, c'est très large, parce que c'est comme magie européenne, chaque pays a sa particularité, mais là on a tout le truc avec les mambo par exemple, c'est assez chouette. Comme je dis, il y a beaucoup de diversité. S'il y a une partie du texte où la communauté gitane fait partie des méchants, il y a quand même une partie du texte où il y a des gentils dedans. Et je trouve ça super positif, parce qu'on a tendance, je trouve, en France, mais même, c'est malheureux à dire, mais la communauté gitane est vraiment une communauté sur laquelle, en France, il y a beaucoup de racisme. C'est un peu, vous savez, c'est comme un peu les communautés asiatiques, c'est des racismes qui, je trouve, sont un peu caché, c'est un peu jugé comme moins grave par beaucoup de gens, et je trouve ça super positif déjà qu'on mette en avant ces cultures, et surtout qu'on fasse des bons portraits, et j'ai trouvé ça super. Voilà, donc si vous aimez l'univers du cirque, si vous aimez l'univers, on va dire, là il y a une grande cavale, il y a une grande fuite, il y a tellement de choses qui se passent dans ce roman en 400 pages, c'est vraiment impressionnant, parce que à chaque page il y a un truc qui se passe, et ça pour les jeunes, c'est vraiment un page turner. Point un petit peu plus négatif, je dirais que ça va très vite, ce qui fait qu'on développe assez peu les choses. Parfois c'est même un peu trop rocambolesque ou sorti de son chapeau pour moi, mais ça c'est mon point de vue de littérature adulte où il faut un souci de crédibilité. Parfois je trouvais qu'il n'y avait pas de crédibilité, mais c'est pas ce qui est cherché forcément dans un univers comme ça. Vous voyez, on peut pas demander à un world building ou un univers crédible avec quelque chose qui est basé sur un peu les illusions. C'est un premier tome, donc en réalité, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la personnalité des personnages et tout ça, c'est
faut creuser certains personnages, voilà, il y a quand même des personnages qu'on connaît assez peu. Autre chose, alors ça je l'ai noté, alors c'est pas forcément un point négatif, mais je pense qu'il y a, s'il y a des parents qui veulent faire lire le livre, il faut quand même qu'ils soient au courant. Il y a un passage, notamment, il y a de l'utilisation de vocabulaire que j'estime moi un petit peu vulgaire, voilà. Je sais que mes parents n'auraient pas souhaité que je lise ça, parce que là-dessus, c'était pas trop chaud que je lise des livres où il y avait de la vulgarité. Alors c'est pas forcément des insultes, mais il y a des moments c'est quand même un peu limite, donc voilà, si vous n'êtes pas ok avec ça, je peux très bien comprendre. C'est un livre, je trouve, qui met pas d'âge, mais c'est un livre pour ados plus que pour enfants, voilà, j'ai plus l'impression que tu lis ça à 12-13 ans qu'à 10 ans, tu vois, on est plus là-dessus. Mais en soi ça a été plutôt une bonne lecture, j'ai plutôt apprécié, je me suis pas ennuyée, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Après bien sûr ça répond pas à mes goûts en particulier, mais le livre fait le taf et ça donne envie de lire la suite pour le coup. Et voilà, quand même petit clin d'œil au travail éditorial qui est quand même très très beau. Si vous êtes intéressé par l'univers du tarot, bah il y a tout un truc avec le tarot dedans et a priori ça va se développer un petit peu à la suite, mais il y a des personnages assez mystérieux qui débarquent, on a très peu de réponses à nos questions, donc t'as envie d'un peu lire la suite pour savoir ce qui se passe. On continue dans la jeunesse, je voulais vous présenter le petit Lovecraft à la fin. Bah mon coup de cœur. Oui, vous avez bien entendu, jeunesse et coup de cœur dans la même phrase. J'ai un coup de cœur sur ce livre, au point où la nouvelle parution des Trois Nornes, j'ai décidé de partir sur ce type de format-là parce que j'ai tellement apprécié la beauté du livre, j'ai apprécié l'histoire. C'est le genre de livre où je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais éditer quelque chose comme ça. Bon. Il faut que je vous en parle, c'est Histoire nordique, donc conte traditionnel de Norvège, de Suède, de Finlande, d'Islande, du Danemark, illustration de Ulla Tinel chez Nuit Nuit. Alors regardez-moi cet objet, alors c'est un magnifique objet livre, dans le sens que il y a vraiment un très très beau travail. Le livre n'est pas lisse, il y a plusieurs couches, c'est très très minutieux, il y a un signet. Je vais déjà vous dire les 2 points négatifs selon moi du roman. Voilà, quand même si c'est un coup de cœur, il y a quand même des choses objectivement que je dois souligner. La première chose, c'est que c'est dommage que ça soit imprimé en Chine. Voilà, ça m'a un peu... Je me suis dit, oh, je sais que c'est tellement cher en ce moment d'imprimer, mais voilà, c'est imprimé en Chine et c'est dommage. Voilà, à un moment il faut souligner aussi ça parce que les gens n'ont pas tellement conscience. Hein. Quand on parle du vêtement, tout le monde dit oui, c'est pas bien de consommer des choses qui sont produites en Chine alors qu'il y a des équivalents en Europe ou même en France. Bah là c'est pareil pour le livre. Le livre c'est quelque chose où les gens font pas très gaffe, mais c'est pareil. Ça c'est un petit peu le point négatif, mais en même temps c'est ce qui a permis de faire un tel livre parce que l'imprimerie c'est tellement compliqué et cher en ce moment. Le deuxième point c'est que c'est donc des contes traditionnels. Donc c'est des contes qui sont assez datés sur les morales qui en sortent. Dans le sens qu'on va quand même rester sur un bail de princesse à sauver, voilà, de choses qui datent, voilà, qui sont pas saut 2023, mais en même temps c'est des contes traditionnels, donc on peut pas s'attendre à des choses qui soient très modernisées, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est donc rangé en plusieurs thématiques, voilà, donc vous avez un dessin illustré par cette illustratrice qui a tellement de talent, et le conte juste à côté, et donc à chaque fois vous avez une illustration pour débuter un conte. Ce qui m'a conquise en fait déjà dedans, c'est le travail esthétique du livre parce que ça joue forcément sur mes goûts, mais les illustrations sont à tomber. J'adore le style d'illustration. Voilà, c'est magnifique, voilà, ça va tellement bien avec cet univers un petit peu nordique. Comme c'est nordique, même si c'est des contes traditionnels, on est sur des délires qui sont assez loin de nos contes, on va dire, européens. C'est-à-dire qu'on part beaucoup sur des délires de trolls, il y a quand même un conte où c'est un ours polaire qui enlève une gamine, on a des contes qui sont, alors, parfois un petit peu glauques, voilà, bon, c'est le principe du conte, mais toujours avec cette ambiance du froid, cette ambiance de la sorcière, mais très nordique. Déjà dans les vêtements, dans la façon dont c'est fait, tu sens une plume, je trouve, qui est plutôt liée aux littératures du Nord, et moi j'adore les littératures du Nord, je suis conquise par ça.
toujours des jeunes filles très blondes, la peau très très blanche, voilà. On reprend quand même ce bail-là, ça va être dans les détails de la nourriture qui est expliqué, dans les détails des vêtements, dans les... Voilà, dans même les morales, parce qu'il y a des morales qui sont plus liées peut-être à des conditions climatiques ou ce genre de choses. Ça en donne tout le charme et toute la... tout le goût. Quand je vous dis que c'est des contes qui peuvent être assez glauques, parce que c'est du conte traditionnel, c'est là qu'on voit la différence entre le conte aujourd'hui qui est remodernisé, donc avec beaucoup plus de diversité, mais qui est très censuré sur ses thèmes, et le conte, on va dire, un peu plus traditionnel, dans le sens que là, c'est Hildur, la reine des elfes. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est domestique, et en fait, chaque année, il y a quelqu'un qui disparaît, et qui meurt, et en fait, on découvre que c'est elle, mais elle est obligée de le faire parce qu'elle a subi un sort de la part d'une sorcière, c'est une elfe, et elle est obligée de tuer en fait un humain tous les ans pour pouvoir revoir sa famille une journée. Donc voilà, on est sur des trucs glauques, mais c'est très très beau. Moi j'adore, alors c'est un des premiers, mais le conte là de la mariée de la forêt m'a fait trop rire parce que vous voyez un peu le genre de conte que c'est, mais c'est l'histoire de 3 fils et ils ont un père, et le père à un moment il dit bon les gars, il faut vous marier parce que vous coûtez assez cher. Technique du Nord, on va abattre un arbre et en fonction de où tombe l'arbre, bah tu vas chercher ta fiancée de ce côté-là. Donc ils abattent un arbre, le premier, bah, la fiancée est au nord, donc voilà, il connaît une nana qui pourrait l'intéresser là-bas, donc il va la chercher. Deuxième, bah c'est au sud, voilà, pareil, il connaît quelqu'un, machin. Et troisième, c'est celui qu'on suit, c'est à l'est, mais à l'est c'est la forêt. Et lui il se dit comment j'ai trouvé une meuf dans la forêt. C'est un peu inquiétant. Donc il marche, et il trouve une petite souris. Petite souris qui s'avère pouvoir parler, et il lui dit mais je vais devenir ta femme. Et l'autre il dit ok, elle est sympa la souris, tu vois. On est dans un conte, on se calme 2 minutes. Et à chaque fois le père va leur dire bah il faut que votre femme me prépare le meilleur repas. Bon, quand je vous dis ça, je vous dis c'est pas 2023, mais la souris à chaque fois elle s'en sort et tout, et à la fin bah c'est un truc d'acceptation, et la souris en fait se révèle être une princesse, voilà. Donc t'as tous ces trucs de transformation, mais tu vas avoir aussi des contes qui tournent autour de la mort, de la peur, tout le folklore comme je vous disais des géants et des trolls. Ça m'a vraiment plu, notamment parce que déjà aussi, je vous oublié de vous dire, c'est que c'est extrêmement bien écrit. J'ai été très surprise par la qualité de l'écriture. C'est vrai que maintenant je suis un peu plus tatillonne là-dessus, et quand je l'ai lu c'était tellement beau, la façon dont c'était fait. Attends, je vais vous en lire un petit extrait, même si je dois vous rappeler que vous n'avez pas le droit de lire sur YouTube des livres, voilà, vous n'êtes pas autorisé, c'est du vol. Je tiens à vous le dire parce que je vois tellement de trucs de gens qui veulent lire des chapitres de livres, mais vous n'avez pas le droit en fait, ça appartient aux maisons d'édition et aux auteurs. Vous avez simplement le droit de faire du droit de citation, ce que je vais faire aujourd'hui. Les voisins de Tollet. Il y a longtemps, un jeune homme et une jeune fille travaillaient ensemble dans la ferme près du moulin de Claude, dans le district de Lisgarde. Ils s'aimaient et étaient tous les deux des serviteurs dévoués, et leur maître les tenait en si haute estime que le jour de leur mariage, ils leur organisèrent un banquet de noces. Le seigneur leur céda même une maisonnette avec un petit champ où ils partirent s'installer. En fait, c'est reste du langage simple, mais c'est super bien construit en termes de phrases, c'est fluide, il y a assez peu de répétitions, vraiment. J'ai été conquise, je prenais vraiment du plaisir dans le style de lecture. Bref, pour moi c'est une véritable réussite, c'est un coup de cœur, autant par l'esthétique, le format. Sachez que la nouvelle publication des 3 normes, qui va être aussi des contes, on va partir sur un format carré comme ça. J'étais partie sur un plus gros format, mais je trouve que le format est exceptionnel. C'est vraiment une réussite. Ils ont fait la même avec les histoires celtiques. Donc je vais l'acheter, mais nuit les gars, félicitations, c'est super. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. En plus, moi qui adore la littérature nordique, j'en ai pris énormément de plaisir. Si vous êtes parent, n'hésitez pas à l'acheter, vous pouvez faire des lectures du soir. Alors sachez qu'il y a des contes qui sont plus ou moins effrayants, c'est comme si vous lisez les contes de Perrault à vos enfants, mais moi je suis plutôt partisane qu'il faut quand même confronter les enfants à leur peur et pas forcément leur lire que des choses toute niaise, mais c'est magique quoi, c'est vraiment magique, et si vous aimez la littérature nordique, vous allez forcément vous retrouver, mais je n'ai qu'une hâte, c'est d'acheter les histoires celtiques, et j'ai failli craquer cette semaine, et je fais non, je vais attendre, mais superbe réussite, superbe ouvrage, je vous conseille, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi convaincue. Notre cher petit Lovecraft, donc j'ai lu la partie 2 des essais donc sur Je suis Providence de S.T. Joshi, donc chez Helios.
Alors là on est plus sur, on va dire, le travail au sens propre de Lovecraft sur ses œuvres dans cette partie-ci. On avait quitté la partie 1 dans mes souvenirs où Lovecraft venait de se marier avec sa femme, et là c'est donc jusque-là, jusqu'à la fin de sa vie, et postérieurement la réception de Lovecraft. Alors, c'est un essai qui est réputé comme étant une des sources les plus importantes sur le travail de Lovecraft, et c'est vrai que Joshi a ce côté très, je trouve, objectif dans sa lecture, sans pour autant, on va dire, ne pas critiquer Lovecraft quand il le fallait. Faut rappeler aussi que l'auteur de cette biographie est d'origine amérindienne, donc il est concerné quand on parle de racisme, voilà, parce que Lovecraft était quand même très raciste, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va remettre les choses dans son contexte, c'est-à-dire que Lovecraft avait un racisme plutôt institutionnalisé par son éducation et tout ça. Bon, je trouve qu'il est quand même très sympa avec Lovecraft et lui pardonne quand même pas mal de choses. Cette deuxième partie, ça m'a surtout donné pitié de cet homme. Maintenant j'ai une certaine pitié, et c'est pas fou de ressentir de la pitié pour un auteur qui a de tels propos, mais Lovecraft, en fait, il a une vie quand même assez triste, mais ce qui est hyper triste, c'est qu'il a jamais connu vraiment le succès. Et qu'il y a tellement de fois où c'est passé à un poil, mais vraiment un poil qu'il y arrive. Et en fait, il a connu le succès quand il était mort. Et le pire, alors moi, ce qui m'a détruite, au-delà de sa mort, qui est quand même assez triste et tout ça, c'est ce qu'on a fait de son travail. Alors, j'étais au courant que Lovecraft, en fait, il y a eu quand même un... C'est pour ça qu'il y a des retraductions aujourd'hui et tout ça, mais on n'a pas respecté ses vœux. Voilà, on n'a pas respecté qui devait s'occuper de son testament, notamment ses textes. Et il y a quelqu'un, un de ses amis, qui s'est servi de lui, voilà, et qui malheureusement a écrit des textes, a transformé des textes, donc c'est un peu compliqué. Toute la production moyenne de Lovecraft vient surtout de ça. Ça a donné une certaine image, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a tout un travail universitaire et tout pour remettre un petit peu les choses en ordre, et voilà, c'est assez triste parce que tu vois que l'espèce de manipulation est un peu malsaine à la fin, et ça parle aussi de l'arrivée de Lovecraft un peu en France, et c'est assez particulier. C'était assez intéressant parce que ça permet de remettre un peu plus en relief, je trouve, ses textes, notamment, là on va parler de tous les textes importants qu'il a écrits, voilà, comment il les a écrits, dans quel contexte. C'est quand même fou de se dire que Les Montagnes Hallucinées ont été refusées par bon nombre d'éditeurs, et je me dis... Waouh, c'est quand même exceptionnel, tu vois. Et ça parle aussi de tout le milieu, on va dire, des pulps, de l'édition de l'époque. On va parler aussi beaucoup des amis de Lovecraft. On va parler de Robert Howard aussi dedans, dans un chapitre qui est absolument triste, parce que déjà, il a une vie horrible, mais surtout, c'est son rapport à Lovecraft et ses réactions à ça. On apprend sur le personnel de Lovecraft, et aussi on en apprend sur l'époque énormément. Voilà, donc ça me permet de brosser un portrait un peu plus approfondi de Lovecraft, de nuancer certains propos. Voilà, et ce mec était quand même très bizarre et très compliqué, parce que il a été... Un exemple, mais il a été marié. Et Lovecraft, le problème, c'est que toute sa réputation est basée sur sa jeunesse à un moment. C'est l'homme solitaire et tout, alors que c'était pas du tout vrai. C'était un mec, il allait voir ses potes tout le temps, voyageait beaucoup. Voilà, on parle surtout aussi de la situation financière dedans, donc on voit un petit peu les problématiques de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Lovecraft a connu une femme, et voilà, il a quand même épousé, et que avec ses nouveaux amis, quand ils se sont quittés, quand ils ont divorcé, il n'en a jamais parlé. Voilà, il en a jamais parlé, c'est fou, hein, mais il était quand même très secret, et il parlait beaucoup aussi à ses lecteurs. Voilà, c'est assez avec des jeunes de tout âge. Bref, c'est un personnage beaucoup plus complexe qu'on a l'habitude de voir, et je trouve ça intéressant. Moi, c'est surtout la partie un peu éditoriale dans le texte qu'il y a. Alors bien sûr, il y a des moments, comme dans le premier, il y a des qui sont plus ou moins longs. C'est quand même une biographie, je mets 1400 pages de biographie sur Lovecraft, c'est très approfondi, il y a beaucoup de citations, d'articles, voilà, un petit peu tout ça. Il y a aussi, Joshi, il a tout un travail, et ça c'est intéressant, de casser en fait les fausses rumeurs, de dire que là en fait il n'y a aucune base qu'on connaît, genre il n'y a aucune justification, voilà, des fois c'est des paroles de ses amis, mais il n'y a pas la preuve par l'écrit. On va parler aussi beaucoup dans ce texte-ci du rapport de Lovecraft à ses œuvres, à la religion. Notamment, il y a tout un chapitre intéressant sur son évolution à la fin de sa vie,
Je pense que ça peut vous intéresser sur... parce qu'on dit souvent Lovecraft, oui, il était pas raciste, parce qu'à la fin de sa vie, il a changé d'idée. Il a pas changé d'idée. Il a modifié certaines de ses idées, mais il trouvait toujours affreux le métissage, tu vois, c'est ce genre de choses. Il est quand même encore raciste et homophobe, et voilà, c'était profondément homophobe et tout ça. Mais il a vu que la société dans laquelle il évoluait était en train de changer et qu'il était en train de remettre en question parfois l'éducation qu'il a reçue. Lovecraft, il a alors l'homophobie est un peu moins questionnée, voilà, on sait pas trop d'où ça vient, mais le racisme, c'est surtout qu'il a grandi avec et Lovecraft était dans tout un délire de ses ancêtres, de l'ancienne époque, voilà, de l'ancienne littérature, et donc c'est un mec qui n'a pas vécu du tout à la bonne époque, en fait. Tu vois le décalage, il aurait dû vivre un siècle auparavant. Il aurait été bien, mais voilà, c'est une figure complexe, c'est vraiment l'homme et les œuvres. On va vraiment aussi étudier les œuvres ici, quand elles ont été refusées ou non, les apports qui ont été changés, la vue des gens, genre il y a tout aussi la critique de Lovecraft, hein, il s'est pris quand même pas mal de choses, pas toujours très positives, de ses détracteurs. Bref, si vous aimez cet auteur, c'est intéressant, et surtout ça vous donnera un avis beaucoup plus approfondi sur le personnage, et ça casse tous les mythes. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est quand même ouf de se dire que les mythes Lovecraftiens du genre c'est un auteur solitaire, aigri, profondément raciste et tout. Alors, oui, il était raciste et homophobe, c'est sûr, mais c'est plus profond que ça, du genre c'est un pourquoi, tu vois, c'est essayer de comprendre. Et surtout le côté solitaire et tout, c'est totalement faux. Je veux dire, il voyageait tout le temps, il allait voir des gens tout le temps, c'était quelqu'un qui parlait, qui avait une correspondance, voilà. Et ça parle aussi du milieu de l'imaginaire et de ce qui est assez bien, c'est que j'ai noté aussi quelques auteurs de son époque qui sont assez intéressants, ceux qui ont connu ou pas du succès, et toute la dernière partie sur la réception et la mort de Lovecraft, et c'est une des parties les plus intéressantes de voir comment le travail a été modifié. C'est horrible en fait, vraiment. Déjà qu'il a une vie assez horrible en soi. Après, c'est aussi des choix qu'il a fait, il faut dire aussi ce qui est. Lovecraft n'a jamais voulu vraiment travailler. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il a vécu quand même au chevet de sa femme, hein. C'est vraiment sa femme qui allait bosser pendant que lui, il faisait ses petits trucs. La pauvreté dans laquelle il a baigné, le fait aussi qu'il n'a pas vraiment voulu bosser et s'éloigner de sa passion. Alors tant mieux pour nous, dans le sens qu'on a ses œuvres, mais c'est horrible parce que il y a des moments, il y a des commentaires dans le texte et je me dis, mais les lecteurs sont affreux parfois. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment était déjà l'époque, genre Lovecraft est mort en fait, c'est sûrement dû à son alimentation et à sa pauvreté qui était liée à son alimentation. Après je trouve que Joshi est quand même, je trouve pardonne quand même beaucoup de choses sur certains points, voilà, parce que quand tu lis le Cauchemar d'Innsmouth, tu peux pas dire et pardonner certaines choses, moi je trouve, mais c'est intéressant, voilà, c'est intéressant, et ça a permis aussi d'avoir des textes que je connaissais pas trop de lui, et toute la réception est vraiment à découvrir, parce que c'est horrible de voir un auteur avec un tel chef-d'œuvre avoir été sali comme ça d'une certaine manière, et pas forcément de façon méchante à la base, mais de voir que la réception elle était retardée aussi à cause de ça. Donc heureusement qu'aujourd'hui on a du travail dessus, mais c'est un auteur qui est beaucoup plus complexe, et au moins maintenant quand je parlerai de Lovecraft je saurai à qui je m'adresse totalement, et je suis contente d'avoir déjà une fierté d'avoir pu encaisser 1400 pages comme ça de biographie, parce qu'à part Tolkien je l'avais pas fait. J'apprécie plus le personnage de Tolkien que de Lovecraft, parce que Lovecraft est quand même assez détestable, hein. Voilà, il fait des choses parfois qui sont pas cool, mais sur ce, je vous laisse découvrir ça. Si vous êtes amateur de biographie, lisez celle-ci. Si vous voulez lire un truc sur Lovecraft et que vous avez les épaules pour pouvoir encaisser quand même une biographie, lisez ça, c'est beaucoup mieux que ce qui peut être fait autour de Cthulhu et tout. Là, vous avez le top du top et le truc le plus crédible qui soit. Cette biographie a quand même été récompensée aux Imaginales, et même elle est reconnue dans le monde entier pour être celle qui est la plus crédible, celle qui est basée sur le plus de documentation, et celle qui ne prend pas parti pris de tirer Lovecraft vers le bas ou vers le haut, c'est assez objectif. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous lisez en ce moment. Et je vous souhaite une très bonne journée, de très belles lectures.